Bonsoir Théo Louaka. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder votre première interview et votre toute première réaction après le verdict et la condamnation des trois policiers à des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis suite à votre interpellation violente en 2017, ce coup de matraque à l'anus avec une déchirure de 10 centimètres qui vous a durablement handicapé. Je remercie également votre avocat, maître Antoine Vey, d'être ici avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Vey. Bonsoir. On va évidemment revenir dans le détail sur la façon dont vous avez vécu ce procès, sur votre état de santé, sur votre avenir. Vous avez eu 29 ans il y a quelques jours, je crois. C'était le premier jour de ce procès. C'est ça. Mais avant cela, une première question, Théo Louaka. Quel est votre état d'esprit après la condamnation de ces 3 policiers? Est-ce que pour vous, la justice a été rendue? Franchement, pour vous dire la vérité, moi, ma concentration à moi, c'était plus qu'ils soient reconnus coupables des faits qu'ils ont commis. Après, tout ce qui est les peines judiciaires et tout, ce n'est pas mon rayon. Si les juges et les jurés ont estimé que c'était ça qu'ils méritaient, c'est mon travail, en fait, de juger. Moi, je suis content d'avoir remis la vérité en place. Je n'ai jamais menti dans cette histoire. Et je suis très content que ça ait été entendu et qu'ils aient été punis. C'est-à-dire que vous êtes satisfait que la justice vous ait reconnu un statut de victime? C'est ça. Moi, c'est ce qui m'apportait le plus, c'était ça, en fait. Montrer au monde que moi, j'ai été victime de ce qui m'est arrivé. Après, les sanctions, tout ça, je ne suis pas juge, ni... Voilà, je suis pour rien, quoi. On va rentrer dans le détail de la peine qui a été infligée à ces 3 policiers, mais juste avant, on le disait, les faits ont eu lieu en 2017. Il a fallu 7 ans. 7 ans pour que la justice passe. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vendredi avec le verdict? C'est quoi, la fin d'un cauchemar pour vous? C'est exactement ça, c'est la fin d'un très long cauchemar, comme vous dites. Maintenant, c'est la famille, c'est l'entourage, les gens qui vous ont soutenu depuis le début, qu'on est plus satisfait que ce soit fini, que voilà, c'était ce qui comptait le plus, en fait, pour nous. C'est une sorte d'impression de Voilà, soulagement. c'est que maintenant, si je vois mon avocat demain, ce ne sera pas pour ces choses-là. Je ne vais pas aller voir un expert à Paris ou quelque chose pour ces choses-là. C'est derrière nous, c'est déjà une chose très importante pour nous. Le policier, responsable du coup de matraque, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Vous disiez tout à l'heure, la question des peines, c'est pas ma question, c'est celle des juges, des jurés, éventuellement des avocats. Est-ce que pour autant vous considérez que cette peine elle est suffisante? Est-ce que vous auriez aimé qu'elle soit plus sévère encore? Il n'ira pas en prison. Moi, franchement, pour vous dire la vérité, je ne pensais même pas qu'elle allait jusqu'à être condamnée. Donc, juste qu'il soit condamné, c'est une bonne chose. Maintenant, si les juges et jurés estiment que c'est une peine suffisante pour les crimes qu'il a commis, libre à eux. Moi, je ne suis pas là pour dire non, il mérite plus, il mérite moins. Dans tous les cas, je suis handicapé à vie. Moi, qu'ils prennent 50 ans de prison ou qu'ils prennent... Je suis handicapé à vie, ma vie elle est déjà foutue. Ça veut dire que c'est pas ça qui va vraiment me soulager. En vrai, c'est vrai. Vous dites ma vie elle est foutue. Vous considérez que quel que soit ce verdict, même si tout à l'heure vous évoquiez un soulagement, de toute façon, ça ne changera rien à tout ça? C'est un soulagement plus pour ma famille et mon entourage. Ouais. C'est parce que le fait que l'affaire soit finie, on n'en parle plus en fait. On n'en parle plus. En tout cas, on en parlera moins. Et il y a un point final. Mais moi, ma vie, elle reste pareille. Depuis le 2 février 2017, je suis handicapé à vie. D'abord, j'ai commencé avec une poche. Et maintenant, c'est les incontinences. Et qu'il a en prison 100 ans, 200 ans ou 20 minutes, ça ne change rien. C'est un jour d'ITT pour M. Castellin et un handicapé à vie pour moi. C'est ça le résultat de cette affaire. Monsieur Castellin, qui est le policier responsable de ce coup de matraque. Juste avant de vous interroger, maître, sur les propos de votre client, malgré tout, je reviens sur ce qu'on a pu voir des scènes vendredi soir, après le verdict, au palais de justice. On a vu des militants, des familles de victimes, des collectifs aussi proches de vous, des responsables politiques également, sur les réseaux sociaux notamment, qui étaient en colère, qui disaient, voilà, une fois encore, la justice n'est pas passée. Une fois encore, c'est la preuve que dans ces affaires dites de violence policière, c'est l'expression qu'ils utilisent, la justice n'est pas assez sévère. Est-ce que vous comprenez leur colère? Je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que, pour vous dire, moi, je soutiens toutes les personnes qui m'ont soutenu. Maintenant, dans mon affaire, enfin, comme m'a dit ma sœur hier, c'est l'affaire de la société.
c'est pas que mon affaire. Ça veut dire que les gens attendent une justice réelle par rapport à ce qu'ils ont vu et ce que les experts ont constaté. Maintenant, si aujourd'hui, ils estiment que ça vaut 3 mois de sursis ou 1 an, c'est problématique. Parce que je pense que si quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal aura fait ça, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Après, voilà, ils sont policiers, je sais, chacun dit ce qu'il a à faire. Mais pour moi, ces gens-là ne sont pas des policiers. Donc on aurait dû les condamner comme des gens normaux. Maintenant, si ça fait 3 mois, 3 mois ou 1 an, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc vous considérez qu'il y a eu une forme de traitement de faveur parce qu'ils étaient policiers ? Sûrement. Sûrement. Et voilà, c'est le système qui est comme ça et on n'a pas le choix. On reviendra dans un instant sur les policiers. Maître Antoine Vey, ce que met en avant la défense des policiers, c'est que Marc-Antoine C., donc responsable de ce coup de matraque, a certes été reconnu coupable de violences volontaires, mais pas d'avoir créé une infirmité permanente, c'est-à-dire un délit, mais pas un crime, ce qui fait notamment dire à votre confrère, Maître Thibault de Montbrial, que ce policier n'est pas un criminel, qu'il n'a pas violé Théo Louaka. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Au fond, il semble se satisfaire lui aussi du verdict qui a été rendu par la cour d'assises. Je lui réponds qu'il y a en fait plusieurs mondes. Il y a le monde de la justice, le monde de la communication, et entre les deux peut-être le monde de la communication judiciaire. Ce que chacun essaye de faire, c'est évidemment de tirer quelque chose de positif par rapport au résultat qui a été obtenu, sinon il en fait appel. Moi, depuis le début de la procédure, j'explique à Théo et à sa famille que le droit, c'est une qualification de fait qu'il faut établir. Vous voyez, dans le début de la procédure, on en a beaucoup parlé, il y avait cette qualification de viol. C'était pas fantaisiste, c'est une question qu'on s'est posée au regard des blessures qui ont été infligées, du contexte. Et puis après, elle a été modifiée et dans la communication, justement, pour que les gens commentent, on dit « Ah, mais ça veut dire que c'est pas un viol, sous-entendu, c'est beaucoup moins grave ». Et là, d'une certaine façon, on essaie de faire passer quelque chose qui est une condamnation pour presque quelque chose qui est positif. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, ils comprennent une chose, c'est qu'on sait de quel côté étaient les délinquants. Et dans le cadre de la communication judiciaire de toute cette affaire, un autre point qui est très important à rappeler, c'est que la cour d'assises a très clairement dit que Théo n'était pas un délinquant, que c'est une victime, que ce jour-là, il n'y avait aucune raison qu'il subisse ce contrôle dans ces conditions-là, et que les violences qui ont été commises contre lui sont des violences illégitimes. Donc, en ce sens, finalement, comme Théo le dit, ça n'apporte rien aux victimes de savoir si c'est plus un criminel ou un délictueux, si vous voulez. Ce que ça apporte aux victimes, c'est de savoir que leur parole a été entendue, que ce qu'ils ont soutenu pendant 7 ans était la vérité, et in fine que les gens qui lui ont fait ça ont été condamnés. Voilà, en dépit de toutes les difficultés de cette procédure, de changement de qualification et du fait que ça a mis très longtemps à éclore cette décision de justice. Théo Louaka, sur cette qualification de viol qui n'a pas été retenue, il n'y a donc pas eu de condamnation de ce fait, est-ce que vous en prenez acte ou est-ce que vous continuez à considérer que ça y ressemblait ? Parce que vous l'avez dit, après ce qui est arrivé, en début février 2017, est-ce que désormais voilà, vous prenez acte que ce n'a pas été un viol ou vous considérez toujours avoir été violé par ces policiers ? Je vais répéter une chose qui a été dite durant ce procès. Je n'ai jamais parlé de viol, moi. C'est l'IGPN qui m'a dit que ce qu'ils m'ont fait, c'est un viol. S'ils m'avaient dit que ce qu'ils m'ont fait, ça s'appelle fenêtre, je rappelle ça fenêtre. C'est le nom qu'eux m'ont donné. Donc, par conséquent, moi, j'ai utilisé le nom que l'IGPN m'a dit. Mais en vrai de vrai, moi, j'ai toujours dit la même chose. Ils m'ont mis une matraque dans les fesses. C'est tout. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je suis handicapé à vie après l'acte que j'ai subi. Après, ils appellent ça comme ils veulent, mais les faits sont là. On reviendra dans un instant sur ce handicap et sur, évidemment, la façon dont vous le vivez dans votre chair au quotidien. Mais Marc-Antoine C., à l'audience, a expliqué « Regretter ce geste, j'y pense tous les jours », a-t-il dit. C'est quelque chose qui me hante. Est-ce que vous lui avez pardonné ? Pour vous dire, je n'en ai jamais voulu, moi. Je suis un croyant et c'est des épreuves qui montent sur moi. Les épreuves qui viennent sur moi, je les prends comme elles viennent et j'essaie de les affronter. Maintenant, comme j'ai déjà dit, moi, je me considère comme mort. Donc, je suis mort. Pardon, tu l'as ou pas, ça ne change pas. En vrai, moi, je suis plus de ce monde-là. Donc, ça veut dire que c'est lui que ses regrets et son cœur qui vit sa vie.
Je ne sais pas s'il regrette vraiment ce qu'il a fait, s'il y pense vraiment tous les jours. Je ne pense pas. Et voilà. Moi, je n'en veux pas, en tout cas, et que sa vie continue. Lui, il n'est pas handicapé à vie. Il est tranquille. Vous venez de nous dire ce que vous aviez dit au procès. Pour moi, je suis mort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que l'ancien Théo est mort depuis février 2017, que de toute façon, quel que soit ce verdict, en fait, ça ne changera rien? Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il se passe aujourd'hui, demain, dans 50 ans, les Théo, l'UAK d'avant le 2 février 2017 n'existent plus. Aujourd'hui, vous aurez forcément un autre Théo. Même si faut se relever, faut essayer de faire des choses, c'est vrai. Mais je ne serai plus jamais comme avant. Là, je ne pourrai plus jouer au foot. Ton sourire sera plus jamais entier. Parce qu'il y a toujours une partie de toi qui est concernée par cette histoire-là, qui est touchée par cette histoire-là. Et c'est quotidiennement, moi, contrairement à M. Castelin, moi, c'est tous les jours que je suis handicapé à vie. À chaque moment de la journée. Vous faites bien sûr référence à votre handicap, qui est lourd. Vous souffrez d'incontinence, vous l'avez dit encore tout à l'heure. Aujourd'hui, comment allez-vous? Quelles séquelles est-ce que vous gardez de ce qui s'est passé en ce 2 février 2017? Ça impacte évidemment votre vie quotidienne. Voilà, comment est-ce que vous allez physiquement, psychologiquement? C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas aller mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on se réveille le matin, on est dans la maladie. À chaque fois que je sors dehors, je suis dans la maladie. Il n'y a aucun moment où je ne suis pas malade. Et psychologiquement, ça détruit. Ça veut dire que même si on va essayer de se relancer, mais ta maladie, tes incontinences te rappellent que tu es handicapé, mon ami, fais attention. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ci. Là, par exemple, pour venir ici, je n'ai pas mangé. Pour pas avoir de risque de fuite ou quoi d'autre. C'est chaque chose que tu fais, tu réfléchis. On ne peut plus rien faire spontanément. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus de vie. Et même ton entourage le sait. On va dire à Théo. Non, on ne peut pas le dire à Théo. Parce que lui, ça, parce que lui, si. Même pour les gens, je suis un boulet. C'est le terme exact. C'est ça le plus gros problème, quoi. On vous sent très ému. J'ai lu des déclarations de vous où vous disiez que ce qui était difficile, c'était aussi ce que vous mettiez en avant comme un sentiment d'humiliation. C'est aussi ce qui conduit à cette difficulté au quotidien. Vous dites un boulet pour votre famille, et en même temps, votre famille est là, on l'entend, elle vous soutient, mais c'est difficile comme ça d'avoir le sentiment d'être une charge pour votre entourage? Bah, c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. Parce que eux aussi, ils sont conditionnés. Ça veut dire que, oui, à Théo, mais c'est pas le Théo normal. C'est pas un Théo à qui on peut, entre guillemets, ne pas faire attention. À chaque fois que je sors dehors, il va être inquiet. Parce que c'est la police qui m'a fait ça. Donc, par conséquent, s'il y a un contrôle qui se passe mal, patati patata, et c'est tout à fait normal. Mais le plus dur, c'est de vivre avec ça. C'est ça le plus dur. C'est ça la réalité qui est la mienne aujourd'hui. Parce qu'avant, quand je sortais, c'est Théo, il va jouer au foot. Théo, il va manger. Non, c'est Théo, il va où? Donc en fait, je sors plus, c'est mieux. Comme ça, pas de risque. Parce que j'ai pas envie de s'inquiéter encore plus qu'ils ne le sont déjà. Même si on reste fort, on essaye, mais la réalité, c'est autre chose. C'est ça le truc. Comment est-ce que vous vivez le fait que votre infirmité permanente n'ait pas été reconnue? La cour d'assises a mis en avant le fait que vous n'aviez pas voulu vous soigner. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a touché? Ça m'a beaucoup touché. Parce que malheureusement, mon quotidien à moi me rappelle constamment que je suis handicapé à vie. Et tous les experts ont été formés là-dessus, qui pouvaient avoir une amélioration sur les incontinences, mais pas sur les gaz. Ça veut dire qu'on t'a dit que les experts t'ont dit qu'il y a un muscle qui est foutu, irréparable, quoi qu'on fasse. Malgré ça, on dit que t'es pas handicapé à vie, alors que toi, tu sais que t'es handicapé à vie, tous les jours, et que les soins qu'on te reproche de ne pas avoir fait ne sont même pas sûrs de te réparer à 100%. Ça veut dire que c'est très triste de voir que malgré les 10 jours d'assises, les experts qui sont passés à la barque pour vous répéter que quoi qu'ils fassent, là-dessus, c'est foutu. La plaidoirie de mes avocats qui leur ont dit que quoi qu'ils fassent, c'est foutu.
L'avocat général qui leur a réussi à rappeler que quoi qu'il fasse, c'est foutu. Mais non, on dit non. Donc, Pourquoi continuer à... Enfin, peut-être pour ceux qui nous regardent, pourquoi ne pas vouloir faire ces soins? Mais vous savez, les soins, c'est pas des soins normaux. Faut pas croire que c'est des soins où tu vas, on t'assoit, on te masse. Non, tu mets des trucs dans les fesses. Ça veut dire que tu revis la scène qui t'a mis dans cet état-là. Et en plus, on te dit que c'est pas sûr que tu es guéri à la fin. Donc, il se peut que je fasse tout ça pendant 4 mois ou 5 mois ou même 1 an et qu'on ait le même résultat qu'aujourd'hui. C'est ça la réalité de ces soins-là. Parce que quand ils vous disent oui, il peut se soigner, mais non, dites la vérité. Il peut se soigner, mais on est sûr de rien à la fin. Donc, tu me fasses encore opérer pour qu'à la fin, tu me dises, en fait, on a essayé, mais on a raté. C'est ça le gros risque qu'il y a, en fait, dans ces soins. Antoine Wey, sur cet argument-là qui a été soulevé par la cour d'assises, il y a donc cette infirmité permanente, pour reprendre le terme de droit, qui n'a pas été retenue. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous choque, ou est-ce que, au fond, c'est la logique de droit consistant à dire, à partir du moment où les soins ne sont pas suivis, on ne peut pas établir avec certitude que c'est une infirmité permanente? Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cheminement qui a suivi la Cour. D'abord, ça ne me choque pas parce que ça montre aussi que les policiers ont été jugés avec une certaine clémence. C'est évident. Et qu'on a aussi entendu certains autres arguments que ceux qui ont été véhiculés par Théo. Et donc, en ce sens-là, la décision doit être acceptée et retenue. On peut comprendre qu'il y a aussi des débats et qu'il a fallu que ces débats aillent à leur terme pour rendre la décision. Après, sur le fond du sujet, je crois qu'en fait, il y a une différence. Et ce qui a été retenu, c'est qu'il a une incapacité permanente. Mais je crois aussi que les jurés et les juges ont été très attentifs à un argument qui était d'envoyer le signal à Théo que s'il arrivait à reprendre le fil d'une vie, et ça les médecins et les experts l'ont dit, alors ses conditions de santé physiologiques vont s'améliorer. Et je crois qu'une grande partie des débats ont été sur l'articulation entre le fait que quand on est marqué dans son corps à ce niveau-là, son esprit a du mal à se soigner. C'est l'incurie, ça s'appelle. Il pense qu'il ne pourra pas retrouver sa vie d'avant. Enfin, je crois qu'il vous l'exprime très clairement. Mais après, tout autour, on est plus optimiste. Et je pense que la Cour a aussi voulu lui dire vous pouvez retrouver votre vie d'avant. Donc, d'une certaine façon, vous voyez, ça c'est de la communication. Moi, j'y vois quelque chose de plutôt positif. Personne n'a envie d'avoir une infirmité permanente. Et peut-être aussi que la Cour et les jurés ont voulu lui dire par ce jugement, avec une nouvelle vie, des nouveaux projets, ton état de santé va s'améliorer. Je voudrais qu'on revienne sur, au fond, l'impact symbolique qu'a eu votre affaire, également ce procès. Vous êtes devenu le symbole de ce que certains appellent les violences policières, et pourtant vous avez toujours veillé à faire la différence entre ce qui vous était arrivé ce 2 février 2017 et la police en général. D'ailleurs, Maître Antoine Wey, vous l'avez aussi rappelé. C'est toujours votre état d'esprit de faire un distinguo entre ce qu'on appelle l'affaire Théo et la police en général? Moi, vous savez, depuis toujours, je suis quelqu'un de super optimiste. Et ma série préférée, c'est Monk. Mais un jour, je sais qu'il y aura un policier comme Monk qui va venir dans la police et qui va rendre tout le monde intègre. Il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers. Malheureusement, c'est juste que les mauvais policiers font plus de bruit. Mais il y a des bons policiers tous les jours. Parce que quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils viennent nous sauver. Et quand on est à l'autre côté, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc un jour, des policiers intègres vont se mettre en place et il y aura un beau système. J'espère en tout cas. Après, mon affaire, malheureusement, il y avait tout qui était réuni pour voir entre guillemets, un système entier et intègre. Et je ne sais pas si tout le monde est content du résultat. Quand il y en a qui sont mécontents, je les comprends. Comme il y en a qui sont contents aussi, je les comprends. Parce qu'il y en a qui sont en mode, qu'on n'a jamais la police, on a au moins réussi à les condamner. Et d'autres qui sont en mode, ouais, mais c'est pas assez. Mais c'est un monde compliqué. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, de toute façon. Même s'ils avaient pris 30 ans, il y en a qui ne seraient pas contents. S'ils avaient pris 20 minutes, ils ne seraient pas contents. Donc voilà, c'est ce que c'est, il faut vivre avec. Et on voit ce sens de la nuance qui est frappant. Mais quand certains utilisent ce procès pour faire le procès de la police, dans l'absolu, ils se trompent? Bah oui, qu'ils se trompent pour moi. Parce qu'il y a des policiers qui sont venus nous voir qui m'ont dit « c'est pas mes collègues ». Eux, on les connaît pas. Eux, c'est des mecs bizarres. C'est pas des policiers, donc ça veut dire que les policiers ont quand même une partie humaine, parce qu'à la base, un policier, c'est un humain avant tout, et qui savent faire la différence des choses. Une question encore sur ce policier.
Marc-Antoine C., le policier responsable du coup de matraque, il ne pourra ni exercer sur la voie publique, ni porter une arme. Il risque désormais d'être radié de la police nationale. Est-ce que vous souhaitez qu'il ne soit plus jamais policier ou est-ce que, au fond, vous considérez qu'il a droit à une deuxième chance? Non, alléluia. Qu'il ne soit plus policier, c'est mieux pour tout le monde. Parce que tout le cinéma qu'il a fait pendant 10 jours, croyez-moi, c'est pas sa nature. Qu'il soit plus policier, c'est mieux pour tout le monde. Franchement. Donc vous souhaitez qu'il soit radié de la police nationale? C'est très mieux. Théo Louaka, dans la salle d'audience, était notamment présent Michel Zecler, producteur de musique, violemment interpellé par des policiers dans les locaux de son studio. La mère de Naël, aussi, ce jeune garçon dont la mort à Nanterre en juin dernier, tué par un policier, avait abouti à plusieurs jours d'émeutes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux? Oui, hein. Ils m'ont apporté leur soutien, en premier lieu. Ils m'ont apporté leur soutien et ils m'ont dit de rester fort. Peu importe les résultats, il faut rester digne. On essaie de faire les choses et si vous venez voir comment ça peut se passer pour eux. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est à peu près sur le même canal. Et j'espère pour eux qu'ils vont être satisfaits du résultat. Parce que c'est pas évident. C'est long, c'est dur. Il faut être patient. Et c'est pas tous les humains du monde qui ont cette patience-là. J'espère qu'ils vont obtenir justice et qu'ils pourront aller mieux dans leur vie. Mais c'est compliqué. Vous avez parlé de ce rêve que vous aviez d'être footballeur. Vous avez aujourd'hui 29 ans. Vous dites 29 ans quand on veut être footballeur, c'est vieux. Même si c'est pas vieux, 29 ans. C'est jeune même. De quoi sera fait demain pour vous? Comment est-ce que vous voyez les jours, les mois, les années à venir? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous vous dites, voilà, j'ai envie de travailler dans tel ou tel secteur, j'ai des projets? Est-ce que vous commencez à avoir ces idées-là? Non. Moi, c'est les foot ou rien, quoi. Après, pas devenir avocat, c'est compliqué. Trop de livres à lire. Mais avocat général, j'en parle encore moins. Donc, ça va, je préfère rester dans ma chambre pour l'instant. Je vais regarder Monk. J'ai fini ce matin, mais je vais en recommencer. C'est le cas à faire, pour l'instant. Mais il y a peut-être cette possibilité que les choses, sinon s'apaisent, du moins que cette parenthèse judiciaire vous permette de prendre un nouvel élan. Là, j'attends que les jurys passent, parce qu'ici, il faut appeler le 9e jour. Et voilà. Bon, après ça, on verra. Puis il y a un enjeu qui se présente, c'est aussi celui de la réparation. Il faut comprendre qu'une victime en France va devoir mener un deuxième combat, c'est celui de la réparation. Donc il y a des institutions, la CIVI à saisir, il y a un procès qui va se dérouler pour avoir cette réparation. Et c'est pas neutre parce que vous êtes quand même privé de toute possibilité de vivre pendant un long moment. Vous parlez de la chose sous l'angle, je dirais presque humain et psychologique, mais il y a un enjeu travail. Théo, c'était quelqu'un qui aspirait à bien gagner sa vie. Il avait un contrat de footballeur et clairement, on va rentrer aussi dans une phase pour comprendre comment on indemnise les victimes en France quand ils sont victimes de pareils faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que vous vivez? Vous vivez donc chez vos parents? Est-ce que vous n'avez pas de revenus? Si, je suis MDPH, reconnu handicapable de 80%. Mais c'est pas ça, c'était prévu. Moi, quand mon père et ma mère ils m'ont dit va jouer au foot, c'est va jouer au foot. C'est pas pour gagner 900 €. Oui. Quand mes frères et mes sœurs m'ont accompagné dans ce processus-là, va jouer au foot. Mon beau-frère qui était avec moi, derrière moi, qui me suivait de près, va jouer au foot. J'étais en mission, en vrai de vrai, pour toute une famille. Et c'est cette chose-là qui me travaille tous les jours aussi. C'est que de un, t'as pas réussi au foot, il y a ce qui t'est arrivé, et en plus, t'as ramené beaucoup de malheur, enfin beaucoup de tristesse dans la famille. Et comment tu vas réparer ça? Parce que c'est pas... oui, le jugement, il est passé. Le jugement, il passe demain, dans un mois, c'est fini, le jugement. Mais Théo, il est là. Et ce comportement, c'est comment? Il aura 30 ans bientôt, 31 ans. Et plus les années vont passer, plus le foot, c'est foutu. Ce sera ça. Donc la mission, elle est déjà échouée, en fait. J'ai déçu toute ma famille. Parce qu'eux tous, ils misaient sur moi. Je suis le dernier de la famille. Dernier espoir, on a tout mis sur lui. Et l'homme sur qui on a tout mis, il est handicapé à vie, à 22 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi-même, je me souhaite rien, donc pas vous demander à vous de me souhaiter quelque chose. Donc
On va vivre la vie tous les jours et cet un jour on ira mieux, on ne sait pas. On attend la fin du film. Merci beaucoup, Théo Louaka, d'avoir pu échanger, d'avoir réservé votre première réaction à BFM TV. Merci également à votre avocat, Antoine Vey. Merci beaucoup à tous les deux. De rien, pas de souci.